Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer le dernier cours, dernière séance de cette année. Et je vous rappelle, pour commencer, donc, le séminaire que nous aurons à 11h15 de Zoran Hadzibabic de Cambridge, Quantum Gas in a Box, et également c'est dans ce sens-là, voilà, le mini-workshop que nous aurons demain après-midi, sur la physique hors d'équilibre avec des gaz froids. Donc ça, c'est un sujet qui est vraiment en train d'émerger dans la physique des atomes froids. Et nous aurons 4 exposés, 2 exposés théoriques par Laetitia Chiandolo et Giovanna Morigi, 2 exposés expérimentaux par Zoran Hadzibabic, qui est donc notre séminariste d'aujourd'hui, et par Jérôme Beugnon, qui donc couvriront différents aspects de cette physique hors d'équilibre, à savoir la transition de type Kibble-Zurek, apparition de turbulences dans ces systèmes, et autres phénomènes liés à la physique hors d'équilibre. Voilà. Ce workshop sera non pas ici, mais dans l'amphi Guillaume Budet, juste en face. Voilà. Bien. Alors, je vous propose donc de reprendre le cours là où on l'a laissé la dernière fois. Et là où on l'a laissé la dernière fois, c'est donc la chose suivante. On a passé en revue un certain nombre de mécanismes de refroidissement qui ont été proposés depuis 1975 jusqu'aux années 2000. On a passé un certain nombre de mécanismes que j'ai rappelés ici. Donc, le plus simple de tous, c'était le refroidissement Doppler en raie large. Puis on a regardé aussi ce qui se passait si la raie était étroite. On a regardé des choses un petit peu plus subtiles, comme le piégeage cohérent de population dans un état noir, et un mécanisme associé qui est le refroidissement Raman. Les deux consistent à cacher les atomes de la lumière. La dernière fois, on a regardé en détail le refroidissement Sisyphe. Et tous ces mécanismes, peut-être hormis le tout premier effet Doppler en raie large, tous ces mécanismes ont une limite qui peut dépendre ou non du temps, c'est-à-dire que ça peut être une vraie limite ou quelque chose qui continue à devenir de plus en plus froid quand le temps passe, mais la loi d'échelle de ces mécanismes, donc tous ceux qui sont écrits à partir de la raie étroite, là, ce qui donne l'échelle de vitesse de tous ces mécanismes, c'est la vitesse de recul. H bar K, l'impulsion du photon, divisé par la masse de l'atome. Certains peuvent être en dessous du recul, certains peuvent être au-dessus du recul, mais c'est toujours par rapport au recul qu'on se situe. Et donc, une question naturelle à poser, c'est, prenant un gaz donc, dont la vitesse limite est donnée par ça, ou la température est donnée par la température de recul, par l'énergie de recul, eh bien, où est-ce qu'on en est par rapport à un des grands buts de ce domaine, qui est la dégénérescence quantique? Alors, je vous rappelle l'enjeu, c'est qu'une fois que j'ai refroidi mes atomes à une certaine température, eh bien, je peux voir ces atomes comme des petits paquets d'ondes. C'est la longueur d'onde associée à ces paquets, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde thermique. Ça fait intervenir la constante de Planck et puis racine de mkt, c'est-à-dire l'impulsion moyenne des particules au dénominateur. Et si je prends mon gaz refroidi à la limite du recul, pour situer les idées, puisque c'est de toute façon la limite du recul qui, comme j'ai dit, qui constitue la loi d'échelle du problème, eh bien, si je prends une vitesse quadratique moyenne égale à la vitesse de recul, c'est-à-dire une température kT égale à mvr carré égale à h bar de k2 sur m, eh bien, la longueur d'onde de De Broglie, c'est automatique, est donnée par un facteur d'échelle près qui est racine de 2π, est donnée par la longueur d'onde optique. Donc refroidir un gaz, ça c'est trivial, hein, mais il faut quand même bien le garder en tête. Refroidir un gaz à la vitesse de recul, c'est donner aux particules une longueur d'onde de Broglie égale à racine de 2π près à la longueur d'onde optique qui sert au refroidissement. Donc la question maintenant, c'est à quelles conditions est-ce que ce gaz devient quantique au sens de la physique statistique, c'est-à-dire à quelles conditions est-ce que les paquets d'ondes que j'ai représentés ici commencent à se recouvrir, à quelles conditions il faut que je commence à me poser la question, est-ce que j'ai affaire à des bosons ou des fermions, est-ce que je peux mettre deux particules dans le même état ou non. Et le moment où les paquets d'ondes commencent à se recouvrir, eh bien, c'est quand la densité spatiale n est de l'ordre de 1 sur lambda t au cube, lambda t étant donc cette longueur d'onde de De Broglie, et si je reconvertis ce lambda t en longueur d'onde optique, donc il y a ce 2π puissance 3,5 qui va apparaître, qui est simplement le racine de 2π ici pris au cube. Et donc il faut des densités relativement élevées, il faut des densités nettement supérieures à une particule par longueur d'onde cube, puis à cause du 2π puissance 3,5. Et si vous mettez une longueur d'onde optique typique de 0,6-0,7 microns, eh bien ça correspond à des densités de 50 atomes par micron cube. Donc ça veut dire que j'ai quand même des densités élevées, j'ai beaucoup d'atomes dans un volume de l'ordre de lambda cube, où lambda est la longueur d'onde optique.
Donc naturellement, quand on commence à mettre beaucoup d'atomes dans un volume de l'ordre de lambda cube, il faut se poser la question, est-ce que ça va vraiment être possible? Quels vont être les effets collectifs entre ces atomes assistés par la lumière? Et en général, ces effets sont malheureusement néfastes, donc il faut se poser la question de quels sont-ils et comment on peut éventuellement les contourner. Donc ça, c'est ce qui va nous occuper en partie aujourd'hui. On va voir qu'il y a, enfin, on a déjà vu un moyen et on va voir qu'il y en a un deuxième. Il y a deux moyens pour contourner ces effets néfastes qui apparaissent donc quand on met beaucoup d'atomes dans un volume de l'ordre de la longueur d'onde optique. Le premier effet qu'on a déjà vu, c'est l'expérience d'Innsbruck. L'expérience d'Innsbruck faite il y a 2 ans par Florian Schreck, Rudin Grimm et leurs collaborateurs, ça consiste à, dans un gaz qui occupe un certain volume dans l'espace, ça consiste à isoler une petite partie du gaz, c'est le petit rond au milieu, là, qui a l'air vide. En fait, ce petit rond n'est pas vide, mais simplement, grâce à des faisceaux lumineux auxiliaires, on a rendu cette partie du gaz transparente. Donc les atomes ne voient plus les faisceaux lumineux parce que les niveaux d'énergie de l'atome ont été déplacés par des faisceaux laser auxiliaires et la raie de résonance des atomes dans ce petit volume-là n'est plus au même endroit que pour le reste du gaz. Donc, ce qu'ont fait les chercheurs d'Innsbruck, on l'a vu ensemble dans un cours précédent, c'est qu'ils ont mis dans ce petit volume qui est rendu transparent environ 10% des atomes, et à l'intérieur de ces... Enfin, en ce qui concerne ces 10% d'atomes, eh bien, il y en a encore 10% de ce petit volume qui a été condensé. Donc, ça fait 10% de 10%, c'est-à-dire 1% d'atomes condensés qui sont à l'intérieur de ce petit volume-là. Alors, ça marche bien, 1% de fraction condensée, ça reste assez faible par rapport à ce qu'on sait faire dans d'autres expériences avec l'évaporation. On sait faire des fractions condensées qui sont voisines de 100%, mais néanmoins, c'était un premier pas pour minimiser les effets néfastes de la diffusion de la lumière, c'est-à-dire avoir, en présence de faisceaux lumineux qui font un refroidissement en permanence, avoir ce gaz dégénéré. Une deuxième voie, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est passer à des pièges de fréquence élevée, c'est-à-dire superposer aux faisceaux lumineux qui font le refroidissement d'atomes, superposer d'autres faisceaux lumineux qui vont piéger les atomes et qui vont donc, les atomes vont osciller au fond du piège, et la fréquence d'oscillation sera grande. Grande devant quoi? Ça, je vais vous le dire. Mais grâce à ces fréquences d'oscillation élevées, eh bien, on peut là encore espérer, alors je dis espérer parce que ça n'a pas été poussé jusqu'à la dégénérescence quantique, mais on peut espérer comme ça atteindre le seuil où les paquets d'ondes entre atomes se recouvrent. Et passer à des pièges de fréquence élevée, ça va venir avec une possibilité supplémentaire, ça va ouvrir la voie à un nouveau mécanisme qui est le refroidissement par bande latérale, que j'aimerais vous décrire aussi, et ce sera le dernier mécanisme de refroidissement par la lumière qu'on verra cette année. Bien, alors voilà le plan du cours. Je vais commencer donc par rappeler ces effets collectifs et ces diffusions multiples, et c'est là qu'on verra pourquoi c'est intéressant d'aller vers des pièges de fréquence élevée. C'est pour atteindre ce régime qui a été baptisé festina lente, hâte-toi lentement pour le traduire. Ensuite, donc, il y aura ce nouveau mécanisme de refroidissement qui est le refroidissement par bande latérale, qui est dans un régime bien particulier d'interaction atome-lumière, qui est ce qu'on appelle le régime de Lambdicke, que je vous expliquerai également. Et puis, en toute dernière partie, eh bien, j'aimerais revenir finalement sur l'émission spontanée qui est à la base de tous les mécanismes qu'on a vus jusqu'à maintenant. Donc, elle est importante, mais en même temps, c'est elle qui cause les photons diffusés, c'est elle qui est en partie responsable des effets néfastes que je mentionne. Donc, une question naturelle à se poser, c'est est-ce qu'on peut éventuellement se passer de cette émission spontanée? Et la réponse que vous verrez, c'est en principe oui, mais en pratique non. Voilà. Donc, c'est ça la réponse, et ça sera ça qui finalement terminera ce cours. Alors, je commence donc par ces effets collectifs et cette diffusion multiple. Donc, pour situer les idées, quelle est l'origine du problème? Eh bien, cette diffusion multiple, on va la rencontrer en permanence, quel que soit le mécanisme que je considère. Là j'ai pris l'exemple du refroidissement Raman, qu'on avait vu ensemble il y a quelques semaines. Donc, le refroidissement Raman, je vous rappelle en quoi ça consiste. Vous prenez un atome avec une transition lambda, donc deux états fondamentaux G1 et G2, un état excité E, et puis on procède en deux étapes. Une première étape, où là il n'y a pas de souci de diffusion multiple, c'est une transition cohérente de G1 vers G2, induite par des faisceaux lumineux loin de résonance. Et cette transition cohérente consiste à aller choisir la classe de vitesse qui nous intéresse d'atomes dans l'état G1 et les amener dans l'état G2. Bien. Bon, ça se fait
sans souci, il n'y a pas d'émission spontanée là-dedans, donc là, il n'y a pas à se poser de problème de diffusion multiple. Mais ensuite, il faut en quelque sorte se débarrasser de l'entropie qu'on a dans le problème, et donc il faut dissiper, envoyer cette entropie dans le rayonnement, et c'est là qu'on a cette émission spontanée qui arrive et qui va être responsable de la diffusion multiple. Cette émission spontanée, eh c'est le repompage, c'est-à-dire que la classe, les atomes qui étaient dans la bonne classe de vitesse que j'ai fait passer de G1 à G2, il faut que je les ramène de G2 vers G1, c'est-à-dire qu'il faut que j'envoie un faisceau lumineux que je vais prendre ici résonnant en rouge, d'impulsion KL, et puis je vais faire une émission spontanée qui va m'amener mes atomes vers l'état G1. Bien. Alors là, j'ai donc un atome qui avait la classe de vitesse à laquelle je me suis intéressé, que j'avais fait passer de G1 vers G2, et puis j'ai un autre atome que j'appelle B qui lui était resté bien sagement dans G1 parce qu'il n'était pas à la bonne classe de vitesse, disons qu'il était déjà là où je voulais le mettre, proche de la vitesse nulle, donc lui, eh bien, il est dans G1. Dans ce processus de repompage, donc j'ai absorption d'un photon rouge, émission d'un photon vert, avec ce code de couleur ici, donc j'ai un photon avec une impulsion K diffusée qui est émis. Ce photon avec une impulsion K diffusée peut arriver vers l'atome B, qui lui était bien sagement dans l'état G1, et puis l'atome dans l'état G1 peut absorber ce photon K diffusé, et puis eh bien, il peut du coup retourner vers G2, ce que je ne souhaitais absolument pas faire. Donc ça, c'est un exemple typique de ce que fait ce photon K diffusé quand il s'échappe de l'échantillon. Eh bien, avant de s'échapper de l'échantillon, il peut taper dans des atomes qui, eux, étaient déjà préparés là où je voulais, et eh bien, ce photon diffusé, finalement, il défait la chose favorable qui avait été faite par le premier processus. Et puis en plus de défaire ça, c'est-à-dire de faire basculer un atome qui était bien sagement dans G1, le faire basculer dans G2, il y a un recul aléatoire lié à ce photon diffusé, donc ça crée en plus du chauffage, donc c'est vraiment néfaste. Comment s'en débarrasser de ça? Eh bien, on va le voir. Oui, je voudrais quand même, avant ça, mentionner d'autres effets possibles de la diffusion multiple, avant de dire comment s'en débarrasser. Donc là, je vous en ai présenté un. Un autre effet qu'on avait vu dès le début, c'était que via ces processus de diffusion multiple, eh bien, je peux le voir ça au niveau des forces moyennes comme une force répulsive entre atomes. Si je prends les photons diffusés par l'atome A vers l'atome B, eh bien, quand l'atome B absorbe un photon émis par l'atome A, ça repousse l'atome B de l'atome A, donc ça tend à faire grossir les nuages d'atomes à cause de cette force répulsive effective entre atomes liée à la pression de radiation. Donc ça, on l'avait vu sur la taille du piège magnéto-optique. Si vous pensez au refroidissement par état noir, eh bien, ces phénomènes d'émission spontanée risquent de brouiller la cohérence. Je vous rappelle que l'état noir, le refroidissement par état noir, ça consiste à accumuler des atomes dans des états internes qui sont des superpositions de plusieurs sous-niveaux Zeeman de l'état fondamental, G1 et G2 par exemple, avec une cohérence bien précise entre G1 et G2, cohérence qui est établie par les faisceaux laser monochromatiques avec lesquels j'éclaire l'atome. Eh bien, si maintenant j'ai de la diffusion multiple, les photons spontanés, eux, peuvent casser cet état noir parce qu'ils n'ont pas la bonne relation de phase entre G1 et G2, et donc ça va faire sortir les atomes de l'état noir alors que je les avais accumulés là où j'espérais les garder. Ça brouille la cohérence entre les différents états internes. Le refroidissement Raman, je viens d'en parler, donc ça perturbe le processus de repompage. Et puis, si vous pensez au refroidissement Sisyphe, eh bien, le refroidissement Sisyphe, il repose sur une corrélation très forte entre les déplacements lumineux et puis les processus de pompage optique. Eh bien, cette corrélation elle va être cassée par les phénomènes de diffusion multiple, par les photons spontanés, parce que les photons spontanés, eux, ils n'ont aucune raison d'être... L'endroit où ils sont efficaces n'a aucune raison d'être corrélé avec les déplacements lumineux. Donc ça brouille aussi cette corrélation, donc ça perturbe le refroidissement Sisyphe. Là, j'ai donné un exemple de courbe obtenue par Boiron et al. Sur des mélasses grises, où on voit que quand on varie la densité atomique, et là on parle de densité relativement faible, hein, l'unité c'est 10 puissance 9 atomes par centimètre cube, donc 1, 2 jusqu'à 10 puissance 9 atomes, donc 10 puissance 10 atomes par centimètre cube ici. Et vous voyez que la température qui, à densité faible, est de l'ordre du micro-Kelvin, eh bien elle augmente rapidement. Ce qu'on mesure en général, c'est cette pente-là, c'est une variation linéaire, et on trouve une augmentation de température de 600 nanokelvin pour 10 puissance 10 atomes par centimètre cube. Alors que je vous rappelle que tout à l'heure, ce que je vous disais, c'est que j'aimerais atteindre des densités de l'ordre de 10 puissance 13 atomes par centimètre cube à des températures de l'ordre du recul, donc 200 nanokelvin. Il y a 3 ou 4 ordres de grandeur en trop entre le 10-10 atomes par centimètre cube ici et le 10-13 que je vise. Donc, clairement, cette diffusion multiple est un problème, un gros problème, et c'est le frein qui fait que
on n'arrive pas, simplement avec le refroidissement lumineux standard, comme le refroidissement excessif, à atteindre des assemblées d'atomes dégénérés. Alors, les remèdes. Les remèdes, il y en a un que j'ai déjà mentionné, qui est aller vers des échantillons qui sont soit très allongés, soit très aplatis, en tout cas des échantillons de dimension réduite. Et ça permet de favoriser la sortie des photons, puisque finalement, ce qui gêne, c'est que le photon, avant de sortir, il tape dans plein d'atomes. Eh bien, il faut essayer de favoriser la sortie du photon le plus rapidement possible. Et donc, en allant prendre des pièges en forme de cigare ou en forme de crêpe, eh bien, on se débrouille pour que le photon sorte rapidement de l'échantillon. Alors, c'est efficace, au moins partiellement, quand on mesure les taux de chauffage liés à la densité atomique. Eh bien, ces taux de chauffage sont nettement réduits quand on va chercher des échantillons allongés ou aplatis. Ça ne suffit pas en tant que tel, mais c'est un premier pas. Une deuxième solution à laquelle vous pourriez songer, c'est de se dire, oui, bon, d'accord, c'est vrai que la diffusion multiple est gênante, mais elle est gênante parce que le photon qui est diffusé, il est résonant avec le milieu atomique. Donc, comme il est résonant, il a une grande section efficace d'absorption. Je vous ai déjà dit que cette section efficace d'absorption et résonance est de l'ordre de lambda carré, lambda étant, je vous rappelle, la longueur d'onde optique. Donc ça, c'est très gros. Lambda carré, c'est très gros devant la taille d'un atome. La taille d'un atome, c'est l'angstrom, ou si vous prenez une surface, c'est l'angstrom carré. Et lambda carré, c'est le micron, ou le micron carré si je prends une surface. Donc en termes de longueur, c'est 10 puissance 4 fois plus grand, le micron par rapport à l'angstrom. En termes de section efficace, c'est 10 puissance 8 fois plus grand. Donc vous avez dit, si je prends la lumière résonante, j'ai une section efficace qui vaut lambda carré, qui est colossale. Donc c'est pour ça que le photon, dans son chemin pour s'échapper du milieu, eh bien, il tape dans beaucoup d'atomes, parce qu'il a cette grande section efficace. Donc un remède, ce serait de se dire, il suffit de ne pas être résonant. C'est-à-dire que si je reprends mon processus de repompage que je vous décrivais tout à l'heure, plutôt que d'envoyer mon faisceau rouge ici résonant avec la transition G de E, et donc émettre un photon vert qui est résonant avec la transition G1E, eh bien vous pourriez dire, très bien, il suffit de prendre un faisceau rouge non résonant, avec par exemple une fréquence ici plus grande que la fréquence de transition. Si j'ai assez de puissance, je vais quand même avoir la transition qui va se produire. Et le photon vert qui sera émis, lui, il ne sera pas émis à la fréquence qui va de E à G1, mais il sera émis à la fréquence qui conserve l'énergie dans ce processus Raman spontané. Alors ça, c'est un faux remède. C'est un remède que beaucoup se sont réveillés un matin en se disant « j'ai une idée géniale », et en fait, non, ce n'est pas une idée géniale, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour une raison non triviale que je vais vous expliquer dans un instant, qui est que paradoxalement, la section efficace du photon qui est émis, du photon vert qui est émis là, reste proche de sa valeur maximale lambda carré. Et pour le comprendre, eh bien, on va revenir sur un diagramme que je voulais vous montrer la semaine dernière, mais je n'avais pas eu le temps de vous le montrer, mais finalement, il a bien sa place ici. Donc, le problème que je vous pose ici, c'est le suivant. J'ai une transition lambda, deux états fondamentaux G1 et G2, un état excité E. Je me mets à la place de l'atome B, l'atome qui est déjà dans l'état G1. L'atome qui est déjà dans l'état G1, donc il est en quelque sorte habillé par le faisceau rouge qui est présent, même si a priori il ne voit pas ce faisceau puisqu'il est dans l'état G1, mais il est habillé par ce faisceau-là. Et puis il a le photon qui est diffusé par son collègue, l'atome A, qui lui arrive dessus. Donc le photon diffusé par le collègue qui est l'atome A, il est à la fréquence verte, là, oméga. Et le problème que je me pose, c'est un problème de spectroscopie. Je vais simplement regarder la réponse de l'atome quand il est dans l'état G1, la réponse de l'atome à un faisceau sonde, donc oméga, qui représente le photon diffusé, quand cet atome est en présence du laser à oméga L, la transition rouge ici. Et le résultat est écrit ici. Alors j'ai remis la référence que j'avais déjà mentionnée plusieurs fois, qui est l'article de Brahim Lounis et de Claude Cohen-Tanucci. Voilà ce que vous trouvez quand vous tracez la population de l'état excité, ici, population stationnaire, quand on balaye la pulsation oméga de ce photon vert. Là. Donc je me mets dans la limite où ce faisceau lumineux vert est très très faible, donc à la limite d'un seul photon si vous voulez, et je regarde la population de l'état excité, donc en unité arbitraire, mais c'est sans dimension ici, quand on balaye la fréquence oméga. Et ce que vous obtenez, c'est un profil qui est comme ça. Un profil qui est comme ça avec deux maxima. Je vous explique ce que sont ces deux maxima. Premier maximum ici, eh bien, c'est simplement la résonance de G1 à E. J'ai mis ici en trait pointillé la pulsation oméga qui correspond simplement à la fréquence de bord entre E et G1. Alors, le maximum est légèrement déplacé par rapport à cette fréquence-là de résonance, simplement parce que l'état E est un peu déplacé par le faisceau rouge qui est présent. Donc, il y a un léger déplacement ici.
Mais ça correspond simplement au processus où je prends l'atome dans l'état G1 et je le fais passer dans l'état excité de manière résonante. Lui, pas de problème. Ce qui m'intéresse plus, c'est ce deuxième maximum ici. Et ce deuxième maximum, eh bien, c'est précisément la source de tous nos problèmes. C'est la source de nos problèmes, c'est ça qui fait que, bien que le photon vert ici puisse être désaccordé, je peux quand même avoir une grande section efficace de résonance. Plus précisément, ce maximum, quand vous regardez où est-ce qu'il est, il se produit quand il y a résonance Raman entre le photon vert que je suis en train avec lequel je sonde mon atome, et puis le faisceau rouge, le faisceau qui habille l'atome, vis-à-vis de l'état G2 déplacé par la lumière. Donc, je le redis d'une autre manière, le faisceau rouge ici me déplace mon niveau E, il me déplace mon niveau G2, donc il dépasse le niveau E vers le bas, le niveau G2 vers le haut, si je le prends comme sur la figure un petit peu au-dessus de la fréquence de résonance. Et ensuite, quand je viens sonder avec le faisceau vert, quand je viens sonder la transition, eh bien, j'ai une possibilité d'avoir une résonance Raman dans ce processus-là, de G1 vers l'état G2 habillé, et quand cette résonance Raman se produit, eh bien, j'ai une grande population de l'état excité. Donc bien que le photon vert ici soit désaccordé par rapport à la transition nue de G1 vers E, eh bien, il y a une énorme section efficace de résonance, de l'ordre de la section efficace à résonance lambda 2, parce qu'il y a quand même une résonance qui se produit, ce n'est pas la résonance nue, c'est la résonance habillée, si vous voulez, la résonance Raman de G1 à G2 bar. Eh bien, évidemment, ça ruine notre idée de repomper hors résonance, parce que si je repompe hors résonance, comme je le disais sur cette diapositive-là, le photon qui est émis par l'atome A, il est précisément à cette mauvaise transition. Là. Il est émis sur la transition G2 habillé vers E, comme ça, et ensuite, eh bien, ce que va recevoir l'atome B, c'est précisément un photon à cette fréquence-là qui maximise la population d'état excité. Donc c'est une résonance qui n'est pas large, mais elle a le mauvais goût d'être exactement à la fréquence du photon qui est émis par l'atome A. Donc, du coup, eh bien, le photon qui est émis dans le processus de repompage, il est résonant avec le milieu atomique, habillé, et donc je vais avoir ces effets néfastes de la diffusion multiple. Voilà. C'est pas évident, hein. Les gens ont mis du temps à comprendre ça. L'idée n'est pas apparue évidente à tout le monde tout de suite. Bien, donc il faut trouver autre chose. Et cette autre chose, c'est une proposition qui a été faite par Sirac et Castin, enfin Sirac dans un premier temps et puis Castin et al. Dans un deuxième temps, qui est ce régime Festina-Lente. Alors ce régime Festina-Lente, c'est dire, OK, on va arrêter d'essayer de refroidir des atomes dans l'espace libre et on va passer à des atomes piégés. Et plus précisément, on va aller chercher des pulsations pour le piège, donc je prends un piège harmonique ici, on va voir qu'on peut choisir d'autres types de pièges comme des réseaux optiques. Mais prenons pour commencer un simple piège harmonique comme ceci, donc caractérisé par sa pulsation grand oméga, et on va supposer que cette pulsation grand oméga est élevée. Élevée par rapport à quoi? Eh bien, élevée par rapport au taux de pompage optique petit gamma, le taux avec lequel l'atome émet des photons spontanés. Donc je reprends mes deux atomes, A et B. L'atome A, dans un processus de pompage optique, que je ne vais pas décrire, mais qui peut être résulté du refroidissement Raman, qui peut résulter du refroidissement Sisyphe, de ce que vous préférez, va donc passer d'un état quantique de ce piège, que je repère par le nombre quantique de vibration Na, à N'. Et puis, faisant ça, il émet un photon. Ce photon se dirige vers l'atome B, et l'atome B peut absorber ce photon et passer de NB à N'B. Et donc, toute la question à ce stade, c'est de savoir que vaut l'énergie finale, quand j'ai eu cette passage de Na à N' et puis passage de NB à N'B, que vaut l'énergie finale par rapport à l'énergie initiale. Si N' plus N'B, donc l'énergie finale de ma paire d'atomes AB, est égale à Na plus NB, rien de grave ne s'est produit. L'énergie finale pour la paire est la même que l'énergie initiale. Il se trouve que l'atome A est passé plus près du fond du puits, donc il a moins d'énergie, alors que l'atome B maintenant est plus énergétique. Mais globalement, pour ma paire d'atomes, ou plus généralement pour mon nuage d'atomes, ce type de processus, quand il y a conservation de la somme des nombres quantiques de vibrations, ce n'est pas grave. Pas d'augmentation, pas de diminution d'énergie du gaz, tout va bien. Là où c'est mauvais, c'est si N' plus N'B est différent de Na plus Nb, et plus précisément si, à cause de la diffusion, N' plus N'B est plus grand que Na plus Nb. Parce qu'à ce moment-là, on retombe sur les
problème qu'on avait avec les atomes libres, à savoir que le processus de diffusion me chauffe mon milieu, et donc je fais le contraire de ce que j'aimerais faire, à savoir obtenir un gaz de plus en plus froid. Alors le point clé mis en avant par Sirac et al. Et Castin et al., c'est le suivant, c'est de se dire que quand vous allez écrire l'équation pilote, avec 2 atomes, 3 atomes, grand N atomes, ça dépend de votre courage et de ce que vous considérez, eh bien, les termes comme ça, où il y a N' A plus N' B différents de NA plus NB, eh bien, ce sera des termes qui, dans l'équation pilote, vont osciller à la fréquence qui correspond à la différence des énergies, divisée par h bar. Donc ça va osciller à la fréquence N' A plus N' B moins NA moins NB, fois grand oméga, la fréquence de l'ensemble. Et dans une équation pilote, quand vous avez des termes qui oscillent rapidement par rapport au taux d'amortissement de cette équation pilote, eh bien, ces termes ont une influence négligeable. C'est ce qu'on appelle l'approximation séculaire. La raison pour laquelle on appelle cette approximation séculaire, c'est en fait que c'est une approximation qui apparaît également dans l'astronomie. Quand on étudie les mouvements des corps autour du Soleil, et que vous avez une petite perturbation d'un corps qui oscille rapidement autour d'une planète, par exemple, eh bien, on peut négliger cette perturbation au premier ordre, et c'est pour ça qu'on obtient des équations séculaires. Et bien là, c'est la même chose. Vous avez dans cette équation pilote, si un terme comme ça se produit, il va osciller rapidement, et sa contribution à l'équation pilote va être négligeable. Pour ceux qui trouvent ça un petit peu mystérieux, mais qui sont malgré tout familiers de l'optique quantique, je peux rapprocher ça de l'approximation du champ tournant. Qu'est-ce que c'est que l'approximation du champ tournant? Vous avez un système à 2 niveaux, qui a une certaine fréquence de résonance, oméga 0, et vous le pilotez par une onde de pulsation oméga avec une perturbation donc en cosinus oméga t, avec oméga voisin de oméga 0. Eh bien, ce cosinus oméga t, en général, on le décompose en une somme d'exponentielle et puissance plus i oméga t, et puis puissance moins i oméga t. Cosinus, c'est exponentielle ix plus puissance moins ix. Donc vous le décomposez en somme de puissance plus i oméga t et puissance moins i oméga t. Évidemment, les deux et puissance i oméga t et puissance moins i oméga t ont la même amplitude dans l'équation que vous allez écrire. Mais il y en a un, et puissance plus i oméga t, qui sera résonant avec la transition atomique, qui fera apparaître des termes, juste des différences entre oméga et oméga 0, et ça c'est le terme important. Et puis le terme en puissance moins i oméga t, lui au contraire, il a la même amplitude que le premier, mais il est complètement non résonant parce qu'il oscille vite par rapport à toutes les constantes de temps du problème, en particulier le taux d'amortissement de votre système à 2 niveaux. Et vous négligez comme ça le terme en puissance moins i oméga t, bien qu'il ait la même amplitude que les autres, simplement parce qu'il oscille beaucoup trop vite par rapport à toutes les constantes de temps du problème. Et bien là, c'est la même approximation que je vous propose de faire, enfin que propose de faire Sirac et Castin, c'est que ces termes-ci, eh bien, si je suis dans un piège de fréquence élevée, ils oscillent vite et ils ont donc peu d'influence, à la limite, grand oméga, fréquence d'oscillation grande devant les taux de pompage. Voilà, donc ce n'est pas non plus évident comme approximation, mais c'est légitime, et quand on fait des simulations numériques, on se rend compte qu'effectivement, ça marche bien. Alors, passer dans un piège de fréquence élevée, ça suggère une chose, au moins si on travaille avec des atomes neutres, c'est de se dire que si je veux faire osciller mes atomes rapidement, eh bien, probablement le plus simple, c'est de mettre mes atomes dans une onde lumineuse stationnaire, parce que c'est là que j'aurai des gradients d'intensité sur des échelles de longueur les plus petites possibles. Donc c'est là que j'aurai des forces de rappel au voisinage des minima ou des maxima d'intensité les plus grands possibles. Et donc ça suggère de passer dans un réseau optique. Si vous voulez des grandes fréquences d'oscillation, eh bien, le meilleur moyen, c'est de faire des réseaux optiques. Comme ça, vous avez des variations de lumière à l'échelle de la longueur d'onde, et vous avez comme ça des pièges très raides. Donc c'est ce qu'on va faire dans ce qui va suivre. On va prendre un potentiel donc, créé par une onde lumineuse stationnaire en V de x en V0 sinus carré kx. Ça correspond à la pulsation d'oscillation au voisinage des minima d'intensité. Ici, si disons que je prends mon piège accordé sur le bleu de la résonance, donc les atomes vont se mettre au minima d'intensité. Donc si vous linéarisez le sinus ici au voisinage de x égale 0, par exemple, vous allez écrire ce V0 sinus carré kx sous la forme de 1,5 de m oméga carré x2 pour trouver la fréquence d'oscillation grand oméga. Et un calcul simple vous donne que cette pulsation grand oméga, c'est la moyenne géométrique en fait, de l'amplitude du potentiel V0 et de l'énergie de recul ER, le h bar 2 K2 sur 2m. Et donc on va aller chercher des oméga élevés, et aller chercher des oméga élevés, ça va nous permettre de réaliser simultanément deux conditions. La première condition, c'est la condition Festina-Lente, donc grand oméga
grand devant les taux de pompage petit gamma. Et puis, simultanément, on va prendre grand oméga grand devant la pulsation de recul h bar K2 sur 2m, ou si vous préférez h bar oméga grand devant ER. Ça veut dire qu'il faut prendre V0 lui-même très grand devant ER, et comme h bar oméga est la moyenne géométrique de ER et de V0, eh bien h bar oméga sera lui aussi grand devant ER. Donc en fait, on va réaliser simultanément ces deux conditions. Vous allez voir que c'est important d'avoir les deux à la fois pour progresser. Donc condition Festina-Lente grand devant le taux de pompage, grand oméga grand devant l'énergie de recul, enfin la pulsation de recul, condition de Lamb-Dicke. Alors là, j'ai pris un réseau optique, donc vous pourriez vous dire, oula, si je prends un réseau optique, la physique est compliquée, parce que, bon, certes, il y a des niveaux de vibration au fond des puits, mais il y a aussi de l'effet tunnel entre puits. Alors en fait, dans la plupart des choses que je vais faire ici, eh bien, je vais traiter chaque site comme un puits harmonique, indépendant des autres. Donc on va voir comment est-ce que je mets en place le refroidissement par bande latérale dans cette configuration, c'est ce que j'annonçais. Mais pour ne pas me compliquer la vie, je vais considérer chaque site comme un puits harmonique indépendant. Si vous voulez, si je mets des masques là, je vais supposer que je n'ai absolument pas d'effet tunnel depuis le centre, le fond du puits ici, le niveau vibrationnel ici, vers ce qui serait son voisin à droite ou à gauche. Même chose pour le premier niveau XT, etc. Donc, je suppose vraiment que le potentiel V0 est grand, hein, et donc je peux, dans un premier temps, oublier le fait que j'ai un réseau périodique, que j'ai des bandes d'énergie, et je peux me concentrer sur ce qui se passe au voisinage d'un puits unique comme cela. Les bandes d'énergie vont refaire leur réapparition un petit peu plus tard, mais pour l'instant, traitons chaque site du réseau comme un puits harmonique, c'est bien plus simple. Voilà. Donc, voilà le programme maintenant. On s'est convaincu qu'un moyen d'éviter la diffusion multiple, c'est d'aller vers des pièges de fréquence élevée. Et pour ça, donc, on considère un puits harmonique comme ceci, et on va étudier le refroidissement dans ce puits-là. On va étudier un nouveau type de refroidissement, qui est ce refroidissement par bande latérale. Alors, quelques rappels donc, sur ces puits harmoniques. Hein. Je vous rappelle que si vous mettez à une dimension, ce que je vais faire pour faire des calculs plus simples, donc si j'appelle oméga la pulsation de vibration au fond du puits, eh bien, les niveaux d'énergie dans ce puits sont de la forme n plus 1,5 de h bar oméga, donc le fondamental à 1,5 de h bar oméga, le premier est excité à 3,5, le deuxième est excité à 5,5, etc. Je vais introduire un paramètre sans dimension qu'on appelle paramètre de Lamb-Dicke, qui est l'infiniment petit du problème, enfin un des deux infiniment petits, puisque j'ai aussi dit que grand oméga était grand oméga était grand devant petit gamma, le taux de pompage, mais là, j'utilise le fait que grand oméga est grand devant l'énergie de recul, donc je prends comme pour état racine de ER sur h bar oméga, ou si vous préférez, état, c'est racine de la pulsation de recul oméga R divisé par grand oméga. Donc ça, c'est le paramètre de Lamb-Dicke, qui est donc petit devant 1, qui est l'infiniment petit du problème dans ce qui va venir. Bien. Alors pour commencer, puisqu'on se met dans cette condition de Lamb-Dicke, ce paramètre état petit devant 1, je vous propose de revenir sur les bases, à savoir comment se passent les problèmes d'émission et d'absorption de photons dans ce régime de Lamb-Dicke, dans un régime où la particule, l'atome ou l'ion, parce que ça marche aussi pour des ions piégés, oscille à une fréquence très élevée devant la pulsation de recul. Donc regardons un des processus absorption-émission, donc regardons l'émission spontanée. Je suppose que j'ai un atome donc, que je modélise par un système à deux niveaux, un état excité E, un état fondamental G, et je me pose le problème de l'émission spontanée d'un photon. Donc mon atome est initialement préparé dans l'état excité E, dans un certain état de vibration. Donc si je suis à 3 dimensions, je repère ça par 3 nombres quantiques, nx, ny, nz. Et je me pose la question, donc, quels sont les états finaux possibles? Donc l'état final sera caractérisé par le fait que l'atome est dans l'état fondamental G, et puis dans un autre état de vibration, N'X, N'Y, N'Z. Question, quelles sont les valeurs possibles de N'? Alors, on a vu ensemble que ce taux d'émission spontanée de photons est caractérisé par un élément de matrice au carré, ça on l'avait vu dès le premier cours. Et si je m'intéresse à la partie qui porte sur le centre de masse de l'atome, eh bien cet élément de matrice au carré fait intervenir le E puissance I k scalaire R, où K est le moment, le vecteur d'onde du photon émis, et R l'opérateur centre de masse de l'atome, pris donc entre l'état initial et l'état final. Ça, on l'avait vu ensemble.
Donc l'état initial, c'est ce triplet nx, ny, nz qui me caractérise l'état de vibration au départ. L'état final, c'est n'x, n'y, n'z. Et je dois donc calculer cet élément de matrice-là. Alors, pour le calculer, il faut que j'ai une idée donc, de l'extension spatiale de l'état n, extension spatiale de l'état n', puisque ce que je vais prendre en sandwich entre, c'est puissance ik, x plus ikx, x plus ikyy, puissance ikzz. Alors là, je vous rappelle, ça c'est un résultat du premier cours de mécanique quantique, que l'extension d'un état n d'un oscillateur harmonique, c'est typiquement racine de n, alors là, je suis passé à un scalaire, mais ce serait racine de nx, ny, nz, fois la taille de l'état fondamental de cet oscillateur harmonique. Et la taille de l'oscillateur harmonique dans son état fondamental, eh bien, c'est simplement cette longueur. Là encore, c'est un résultat classique des premiers cours de physique quantique, c'est racine de h bar sur m oméga. Ça fait intervenir la constante de Planck, la masse de la particule, et puis la pulsation de l'oscillateur. C'est la seule longueur qu'on peut fabriquer à partir des paramètres du problème. Alors, dans ce qui va suivre, je vais me limiter à des valeurs de n pas très grandes, n égale 1, 2, 3. Donc, je vais prendre racine de 1, racine de 2, racine de 3, tous à peu près égaux à 1. Donc, je vais dire que l'argument de l'exponentielle, ici, le kr qui intervient dans l'exponentielle, il est donc de l'ordre de k fois la taille de l'oscillateur harmonique fondamental, donc k fois ça. Alors, k fois ça, si vous regardez bien, c'est k fois une racine. Donc, si je rentre le k dans la racine, ça va me faire h bar k2 sur m oméga. Et h bar k2 sur m oméga, c'est rien d'autre que le paramètre eta, le paramètre de Lambdicke, l'infiniment petit du problème. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand je suis dans la limite de Lambdicke, eh bien, l'argument de l'exponentielle ici, si je me limite aux états de vibration faibles dans ce puits, eh bien, l'argument de l'exponentielle est petit devant 1. Je suis en train de prendre l'exponentielle de i fois un nombre, mais ce nombre est petit devant 1. Donc, je vais pouvoir faire un développement limité de l'exponentielle, et c'est ça que je fais maintenant. Donc, mon problème est toujours le même, ici, même diagramme. Je regarde le taux de En vers Gn', cet élément de matrice ci, et je vous dis, l'argument de l'exponentielle, le kx qui est là-haut, c'est de l'ordre eta, donc c'est petit devant 1. Donc le développement de l'exponentielle, donc je remplace ces puissances ikx par 1 plus ikx, je me limite au premier ordre, c'est suffisant pour ce qu'on veut faire. Et je vous rappelle l'expression de l'opérateur position pour un oscillateur harmonique, c'est simplement la longueur caractéristique AOH que j'ai déjà introduite, divisée par racine de 2, fois A plus A croix, où A est l'opérateur qui annihile un quantum d'énergie dans l'oscillateur harmonique, ça fait passer de n à n-1, et A croix, au contraire, crée un quantum d'énergie, fait passer de n à n plus 1. Donc quand vous prenez cet élément 1 plus ikx en sandwich entre n' et n, eh bien, vous regardez quels sont les termes dominants. Premier terme dominant, c'est le 1, évidemment, c'est lui le plus grand, puisque kx est petit devant 1. Le terme dominant, c'est 1, mais si vous mettez 1 ici, évidemment, vous vous retrouvez avec le polyscalaire de n' avec n, et comme les états propres de l'hamiltonien de l'oscillateur harmonique, comme tous les états propres de tout hamiltonien qui se respecte, ils sont orthogonaux entre eux. Donc, si je prends 1 ici, eh bien, si je me donne n, j'ai forcément n' égale n. Donc, ce que je trouve, c'est que la raie dominante dans le régime de Lambdicke, c'est la raie sans recul, où l'atome tombe de l'état E vers l'état G en émettant un photon, mais il reste dans le même niveau de vibration. Et puis, si je vais regarder le terme suivant, quand même, sinon, si avec ça, ce serait vraiment pas drôle. Si je regarde le terme suivant, et puissance ikx, et comme je vous l'ai dit, x fait intervenir A plus A croix, donc il peut changer de une unité le nombre quantique de vibration. Donc, ce sera non nul, cet élément de matrice-là, quand je l'injecte là-dedans, si et seulement si n' est égal à n plus ou moins 1. Donc, ça correspond à des raies latérales qui ont comme fréquence soit oméga A plus grand oméga, ça veut dire que je passe ici, par exemple, du niveau n égale 2 ici vers le niveau n égale 1 là, donc j'émets un photon qui est légèrement plus énergétique que oméga A, que h bar oméga A, et au contraire, si je prends n' égale n-1, je passe de n égale 2 à n égale 3 ici, j'émets un photon qui est légèrement moins énergétique. Donc ça, ce sont des raies latérales qui vont être plus faibles que la raie centrale. Elles sont plus faibles parce que l'élément de matrice que je prends, c'est kx, et ce kx est d'ordre état quand je prends k fois x qui est écrit ici. Donc quand je prends le modulo carré de l'élément de matrice là-haut, eh bien j'obtiens des raies latérales état carré fois plus faibles que la raie centrale. Bien. Alors une fois qu'on a compris ça, eh bien le refroidissement par bande latérale tombe tout seul. C'est vraiment très simple. L'idée, c'est de se dire, eh bien je vais prendre donc un atome à deux niveaux. En l'occurrence, on l'a montré pour des ions piégés, c'est ce refroidissement. Donc je prends un ion qui oscille à la pulsation oméga, et
déjà, un terme de nomenclature, pourquoi est-ce qu'on appelle ça refroidissement par bande latérale? Eh bien, simplement que le spectre de l'ion dans le référentiel du laboratoire, il a précisément une porteuse et des bandes latérales, comme quand on fait de la modulation de fréquence. C'est simple à comprendre. Hein. L'ion, dans son référentiel propre, il a une seule fréquence de résonance, qui est oméga A, mais quand je fais le changement de référentiel et que je me mets dans le référentiel du laboratoire, l'ion il vibre à la fréquence grand oméga dans ce référentiel-là. Donc vous savez que quand vous avez un oscillateur qui vibre à une fréquence grand oméga, eh bien, même si cet oscillateur est monochromatique dans son propre référentiel, dans le référentiel du laboratoire, je vois un spectre de fréquences émises ou absorbées qui sont des oméga plus j fois la fréquence d'oscillation grand oméga. Donc ce qu'on va faire, la raison pour laquelle on appelle ça refroidissement par bande latérale, c'est qu'on a l'ion qui est dans son état fondamental dans un niveau de vibration que je ne connais pas a priori, et je vais éclairer cet ion avec un laser que j'accorde sur la bande latérale rouge. C'est-à-dire que je mets un laser qui n'a pas suffisamment d'énergie pour faire passer l'atome de l'ion de l'état fondamental à l'état excité si l'ion n'était pas piégé, mais comme il est piégé, eh bien, la transition va pouvoir se faire parce que je prends la fréquence laser égale à la fréquence atomique moins grand oméga, c'est-à-dire moins un quantum de vibration dans le piège. Donc pour le regarder sur un dessin, ce faisceau laser peut faire passer l'ion du niveau de vibration ici n plus 1 au niveau de vibration n. Ici, le vibration repéré par le nombre quantique n égale 2 vers le niveau n égale 1. Ça, c'est la première étape. Et puis la deuxième étape, eh bien, c'est simplement l'émission spontanée. Et l'émission spontanée, eh bien, on vient de voir qu'elle se faisait essentiellement, avec une grande probabilité, sur l'arrêt sans recul, et puis un petit peu sur les raies latérales, mais je peux les oublier à ce stade. Elles vont revenir dans un instant. Et donc, à ce moment-là, eh bien, si je prends la raie principale de l'émission spontanée, elle se fait de n vers n, donc de transition En vers Gn. Et là, eh bien, vous voyez tout de suite que j'ai effectivement refroidi ma particule, puisque je lui ai fait absorber quelque chose qui est à la fréquence oméga moins grand oméga. Je lui fais émettre de préférence quelque chose qui a la pulsation oméga A. Donc, j'ai gagné dans ce cycle l'énergie H bar grand oméga. Donc, chaque cycle de fluorescence, comme ça, va me faire gagner H bar grand oméga jusqu'à ce que l'atome, l'ion, tombe dans le niveau fondamental. Donc ça, sur le papier, ça marche extrêmement bien. En pratique, ça marche très bien aussi. On peut facilement trouver la limite de ce refroidissement. Pour trouver la limite de ce refroidissement, comme on l'a déjà fait plusieurs fois dans ce cours, il faut écrire l'équilibre entre deux flux, le flux favorable et puis un flux défavorable. En l'occurrence, quel est le flux favorable? Eh bien, le flux favorable, c'est le flux qui alimente l'état fondamental du piège, là où j'ai envie d'accumuler mes atomes. Et donc, ce flux favorable, c'est la population de l'état, le premier état excité, l'état pi1 ici, fois le taux qui m'amène du niveau n égale 1 vers le niveau n égale 0. Donc, via le processus que je viens de vous décrire, j'absorbe un photon laser de manière résonante, du niveau n égale 1 ici vers le niveau n égale 0, et puis j'ai cette émission spontanée. Quant aux processus défavorables, quels sont-ils? Eh bien, c'est des processus où j'ai l'atome là où je veux, il est dans l'état n égale 0 ici, mais cet atome peut absorber de manière non résonante un photon lumineux, un photon laser, donc c'est non résonant, hein, puisque je suis désaccordé soit de grand oméga, soit de 2 oméga par rapport aux deux premiers niveaux potentiellement utiles, ici, et puis j'ai une émission spontanée qui m'amène dans le niveau n égale 1. Donc, vous prenez les raies d'absorption lorentzienne qu'on a déjà vues de multiples fois, et vous calculez les taux gamma 1,0 et gamma 0,1, c'est fait en détail dans les notes, et en faisant ça, donc il n'y a vraiment aucune malice dans le calcul, vous trouvez que le rapport pi1 sur pi0, eh bien, c'est à un coefficient numérique près, le rapport des carrés de grand gamma, la largeur naturelle de l'état excité ici, divisé par grand oméga, la pulsation d'oscillation de l'ion au fond du puits. Et donc, si vous allez choisir des raies étroites, c'est-à-dire des grands gamma qui sont petits devant la pulsation d'oscillation de l'ion, eh bien, vous allez avoir une population pi1 sur pi0 qui est petite devant 1. Et ça, c'est exactement ce que vous voulez. Ça veut dire que votre ion, il est accumulé avec une très bonne probabilité dans l'état fondamental du piège, et puis un petit quelque chose dans l'état n égale 1, le premier état excité, et puis quasiment négligeable dans n égale 2, n égale 3, etc. Voilà. Donc ça, c'est le refroidissement par bande latérale tel qu'il a été proposé. Et ça a marché sur des ions piégés dès 1989. La première manip a été faite donc, sur un ion avec une raie étroite, qui était l'ion mercure. Et ce qu'ils ont pu obtenir, c'était quelque chose qui était déjà très spectaculaire,
où ils avaient 95% un ion unique. Hein. L'ion passait 95% de son temps dans le niveau n égale 0, et puis essentiellement 5% de son temps dans le niveau n égale 1, et puis quasiment rien dans les niveaux excités. Alors ça, c'est bien, mais ça nécessite d'avoir une raie étroite, puisque ça nécessite d'avoir un grand gamma, ici, l'argent naturel d'état excité, petite devant la fréquence la pulsation de vibration de l'ion. Alors, si on veut en faire un outil vraiment général, le mieux, c'est de ne pas essayer de faire ça sur une transition à deux niveaux de G vers E, mais, comme on l'a déjà vu plusieurs fois dans ce cours, c'est d'essayer de prendre une transition lambda, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on se fabrique une sorte de transition sur mesure entre les deux états fondamentaux G1 et G2, et on peut finalement ajuster sa largeur naturelle via des faisceaux de repompage. Et c'est ce qui a été fait également à Boulder un petit peu plus tard, en 1995, donc en prenant une transition Raman entre deux états stables G1 et G2, plus un faisceau de repompage qui déstabilisait l'état G2, qui lui donnait une certaine largeur naturelle. Ça, on l'a déjà vu plusieurs fois dans ce cours. Et grâce à ça, donc, eh bien, les chercheurs de Boulder ont pu obtenir des populations de l'ordre de 0,99. Et je dirais maintenant, ce refroidissement par bande latérale sur des ions via des transitions Raman, c'est vraiment un outil quotidien pour les gens qui manipulent des ions piégés et qui veulent, avec ça, faire des horloges, faire de la manipulation de l'information quantique. Je dirais, de manière quotidienne, ils réalisent des populations pi0 qui sont 0, 9, 9, et puis 5, 6, 7. C'est vraiment quelque chose de très puissant pour préparer l'ion dans un état très très bien connu, l'état fondamental du piège. Voilà, donc ça c'est sur des ions piégés. Comment est-ce que ça se transpose à des atomes neutres? Eh bien, ça se transpose à des atomes neutres assez naturellement, je dirais. J'ai représenté ici donc notre cahier des charges. Si on veut le transposer à des atomes neutres, il faut donc avoir déjà un piège raide, mais ça on a vu qu'un réseau optique fait l'affaire, par exemple. On va se donner deux états fondamentaux qu'on va coupler entre eux. Et là, j'ai donc séparé le refroidissement Raman en deux étapes, même si ces deux étapes sont bien souvent dans les expériences mises simultanément dans le temps. Ces deux étapes-là, donc, je les ai mises de manière séquentielle. Donc, une première étape, c'est un couplage cohérent qui me fait passer de G1n à G2n-1. Donc, on va en voir un exemple dans un instant. Et la deuxième étape, eh bien, c'est le repompage qui se fait donc dans la limite de Lambdicke de l'état de vibration n-1 vers l'état de vibration n-1 ici, sur la raie principale. Voilà. Alors, le repompage, lui, il n'y a vraiment aucun mystère, c'est le même repompage que celui qu'on a vu de multiples fois. Là où les gens ont fait preuve de beaucoup d'ingéniosité, c'était sur le type de couplage Raman qu'on peut mettre là-dedans. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été étudiées. Je les ai détaillées dans les notes. Là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. En gros, ce qu'il faut, c'est trouver un opérateur W qui remplit deux conditions à la fois. Il doit changer l'état interne de l'atome, puisqu'il doit nous faire passer de G2 à G1, et puis il doit changer l'état externe de l'atome, puisqu'il doit faire passer de l'état de vibration N à l'état de vibration N-1. Pardon, il doit faire passer de G1 à G2. Il doit faire passer de G1 à G2, il doit faire passer de N à N-1. Donc je veux un opérateur W qui fait passer de G1N à G2N-1, donc qui doit changer deux choses à la fois. Alors c'est là, je vous dis, que les gens ont fait preuve de beaucoup d'ingéniosité. Il y a beaucoup de solutions qui ont été essayées, qui ont marché, qui ont au bout du compte donné des résultats assez similaires les uns aux autres, même si la nature des solutions était différente. Donc je vous en propose une ici, qui est probablement la plus simple conceptuellement. C'est simplement d'envoyer une paire de photons auxiliaires, enfin une paire de faisceaux lumineux auxiliaires qui font une transition Raman stimulée. Donc vous envoyez un faisceau lumineux qui excite cette transition-ci, puis celle-là. Vous les prenez avec un bon choix de polarisation pour avoir un élément de matrice non nulle entre les deux états Zeeman, G1 et G2, donc des polarisations qui peuvent être sigma plus, sigma moins, linéaire orthogonale, quelque chose comme ça. Ces faisceaux ne se propagent pas dans la même direction, donc il y a un certain transfert d'impulsion associé à la transition Raman de G1 vers G2. Et ce transfert d'impulsion, que j'ai noté ici Q, enfin, ce transfert d'impulsion c'est H bar Q, me donne lieu à un élément de matrice non nulle de puissance IQR entre n et n-1. Donc voilà, donc ça va marcher, et ça a marché dans l'expérience. C'est un moyen de faire cette transition Raman. Les autres solutions ingénieuses, que j'ai qualifiées de plus subtiles ici, c'est une radiofréquence. Alors, ce n'est pas évident qu'une radiofréquence va marcher, parce qu'une radiofréquence, certes, elle peut changer G1 et G2, mais a priori, les longueurs d'onde de radiofréquence sont tellement grandes qu'a priori, ça ne doit pas faire passer N de N-1, mais néanmoins, les gens ont trouvé un moyen de le faire.
Vous pouvez aller lire les références que je vous donne. Ça peut être les lasers qui créent le réseau optique eux-mêmes via des subtilités qui sont décrites dans les notes, mais sur lesquelles je ne vais pas rentrer. En tout cas, tout ça, je vous dis, donne lieu à des performances similaires. Ces performances, je les ai résumées ici. Elles ne sont pas aussi spectaculaires que pour les ions piégés, c'est-à-dire qu'on n'a jamais atteint pour des atomes neutres des accumulations dans l'état fondamental du puits qui sont des 0,999. Dans des réseaux à 1 et 2 dimensions, on a dépassé les 95% de population dans l'état fondamental. Dans les réseaux 3D, je dirais qu'on est plutôt à 80%, et puis 15% dans le niveau 1, et puis quelques pourcents dans les niveaux 2, 3, etc. Donc ça, c'est des résultats qui sont étalés entre 1998. Ça a été mis en œuvre en 1998 pour la première fois. Les ions piégés, c'était 1995, refroidissement par bande latérale sur une transition Raman, et 3 ans après, ça a été adapté aux atomes neutres. Et c'est des recherches qui se poursuivent. Les derniers résultats que je cite sont de 2012. Et puis il y a des résultats récents faits à Boulder dans le groupe de Cindy Regal et au MIT dans le groupe de Vladan Vuletic, qui sont vraiment des manips en cours. C'est pas des réseaux optiques, c'est des pinces optiques, donc c'est des faisceaux laser très focalisés sur l'échelle de quelques microns. Ça ressemble beaucoup à ce que Antoine Brouès avait décrit dans son séminaire un petit peu plus tôt dans ce cours, où il y a un seul atome piégé dans la pince optique. Et là, là encore, ils mettent en œuvre ce refroidissement par bande latérale pour obtenir des performances similaires en termes d'accumulation dans l'état fondamental. Bien. Alors, dernière application de ces refroidissements par bande latérale. Alors là, c'est 3 articles qui ont sorti il y a un mois. En fait, celui-ci n'est pas encore publié, à ma connaissance. Ces 2-là ont été publiés dans Physical Letters. C'est visualisation d'atomes individuels, en l'occurrence des atomes fermioniques, soit du lithium, soit du potassium, lithium 6, soit du potassium 40. Ce sont des atomes, comme je vous l'ai dit la dernière fois, pour lesquels le refroidissement incisif marche très mal, parce qu'ils ont une structure hyper fine dans l'état excité, beaucoup trop petite, et on n'arrive pas à isoler des bonnes transitions pour le refroidissement incisif. Donc, pour faire marcher le microscope atomique, c'est-à-dire pour voir les atomes individuels piégés au nœud d'un réseau, eh bien, tous ces groupes ont mis en place précisément ce refroidissement par bande latérale qu'on vient d'étudier, et eh bien, ils ont obtenu des images qui datent d'il y a quelques semaines, publiées il y a quelques semaines, où vous voyez donc les atomes piégés dans un réseau cubique. Alors là, c'est dans un plan du réseau, donc chacun a un peu la même type de figure. Et chaque point du réseau, chaque point lumineux, ici, c'est un atome qui est en train de fluorescer dans les processus qu'on a détaillés ensemble, là, en particulier le processus de repompage qui ramène l'atome de G2 vers G1. Voilà, donc le refroidissement par bande latérale est vraiment un refroidissement qui est très utilisé en ce moment dans beaucoup de développements, en particulier pour ces visualisations d'atomes uniques. Voilà. Bien, alors si je reviens à la température qu'on sait faire dans ces refroidissements par bande latérale, donc j'ai un ion ou un atome qui est dans un puits harmonique. Cet refroidissement est caractérisé par des populations π0, π1, π2, etc. Donc je peux avec ça calculer un nombre moyen d'excitation. Le nombre moyen d'excitation, c'est 0 si l'atome est dans l'état n égale 0, 1 ici, 2 ici. Donc je peux calculer ce que j'appelle n bar ici. Et puis je peux définir une température pour associée à cette distribution en population. Et cette température, on peut vérifier que les populations πn suivent bien une loi de Boltzmann quand on résout complètement le problème. Et donc, je passe une température. Cette température, vous pouvez la trouver, là encore, dans beaucoup de livres de physique statistique. La température d'un oscillateur harmonique à température thermalisée. Elle est reliée, cette température, au nombre n bar par la formule h bar oméga, la pulsation donc, de la particule en train d'osciller, divisé par log de 1 plus 1 sur n bar. Si vous prenez des performances typiques que je vous ai décrites, à savoir 80% de population dans l'état fondamental, et puis disons 20% ici, pour simplifier, je néglige tout ce qui est dans n égale 2, n égale 3, etc. Donc ça fait un n bar de l'ordre de 0,2. Donc ici, ça va me faire un log de 1 plus 1 sur 0,2, donc un log de 6. Donc ça va me faire une température qui va être de l'ordre de h bar, oméga. C'est là que je veux en venir. C'est que comme le nombre d'excitations est dans un log, eh bien, à moins d'aller chercher des nombres d'excitations qui sont vraiment très faibles, eh bien, essentiellement, les températures qu'on a dans ce processus de refroidissement par bande latérale, c'est de l'ordre de h bar oméga. Le coefficient peut être un petit peu plus petit que 1, mais c'est difficile de l'avoir infiniment petit devant 1. Donc, comme
par définition même du refroidissement par bande latérale, il faut prendre des fréquences d'oscillation grand oméga élevées pour être grande devant l'énergie de recul, pour être grande devant les taux de pompage. Et bien du coup, ça fait des températures qui sont malgré tout assez élevées. Certes, on connaît bien l'état de la particule, puisqu'elle est essentiellement dans l'état fondamental de vibration, donc il n'y a pas beaucoup d'entropie, mais la température est assez élevée, il y a beaucoup d'énergie thermique. Donc, une idée naturelle, qui est celle que j'aimerais qu'on explore maintenant, c'est de se dire il y a un moyen simple de diminuer la température. Une fois qu'on a bien travaillé, qu'on a accumulé les atomes essentiellement dans l'état fondamental, c'est de diminuer la pulsation d'oscillation, diminuer oméga, et pour ça, on va diminuer la profondeur du réseau V0. Donc, on commence par travailler avec un grand V0, donc un grand oméga, pour que le refroidissement marche bien, et puis ensuite, une fois qu'on a obtenu ce qu'on veut, eh bien, on ouvre adiabatiquement le piège, en l'occurrence le réseau, donc on fait un V0 de T, et ce que je vous propose de regarder maintenant, c'est qu'est-ce que ça donne si j'ouvre adiabatiquement mon réseau en fin de refroidissement par bande latérale. Alors ça va nous obliger à revenir un petit peu sur la physique des réseaux optiques. Je vais être très bref, puisque j'avais consacré un cours d'une année entière à ces réseaux optiques il y a 2 ans, donc là je vais me contenter de rappeler les quelques ingrédients essentiels pour expliquer ce qui se passe. La physique des réseaux optiques, donc, elle est fondée essentiellement sur le théorème de Bloch. Je pars d'un Hamiltonien qui a une dimension, donc est périodique d'espace, p carré sur 2m l'énergie cinétique, plus V0 sinus carré kx. La période d'espace, c'est simplement pi sur k, k étant le nombre d'ondes du laser. Le théorème de Bloch m'indique comment tirer parti de la symétrie de translation discrète de période pi sur k pour chercher les états propres et les énergies propres de ce problème. Plus précisément, ce que nous dit le théorème de Bloch, c'est que puisque j'ai un Hamiltonien périodique d'espace, eh bien, je peux chercher les fonctions propres de cet Hamiltonien sous la forme, non pas simplement de fonctions périodiques, la vie serait trop belle, trop simple, mais sous la forme suivante, le produit d'une onde plane, et puissance ix fois q, où q est un paramètre que je vais préciser dans un instant, fois une fonction périodique d'espace. Donc, les états propres, je ne dis pas que ce sont des fonctions périodiques, mais je dis que ce sont des produits de fonctions périodiques fois une onde plane et puissance ixq. Et ça, c'est ce que nous dit le théorème de Bloch, c'est comment on exploite bien les symétries du problème. Donc cette fonction UNQ, comme je dis, elle est périodique d'espace, de période pi sur k, elle aussi, même période que le potentiel. Et Q, eh bien, c'est ce qu'on appelle le quasi-moment que je vais choisir dans la première zone de Brillouin, c'est-à-dire que je vais le choisir entre moins k et k. Donc Q, l'intervalle de variation de Q est directement relié à la période spatiale ici. Et l'indice n que vous voyez apparaître ici, eh bien, c'est simplement un indice n qui, à Q fixé, me classe les énergies possibles. C'est-à-dire que je prends cet ansatz-là, à Q fixé, dans ma zone de Brillouin, ixq fois une fonction périodique, j'injecte ça dans l'équation valeur propre pour H, et j'obtiens toute une série d'états propres et toute une série d'énergies propres à Q fixé. Et les énergies propres, eh bien, je les classe par ordre croissant, E0, E1, etc. Donc quand on met tout ça sur un diagramme, eh bien voilà un exemple typique. Donc ici, vous avez la structure qu'on obtient pour une valeur donnée de V0. Alors une valeur donnée de V0, c'est quoi? Eh bien, c'est en fait un nombre sans dimension qui est le rapport V0 sur ER. ER, c'est toujours l'énergie de recul, c'est l'énergie naturelle associée à cet Hamiltonien, puisque vous avez la masse de la particule qui est là, vous avez K, le vecteur d'onde du laser qui est là, donc si vous cherchez à vous fabriquer une échelle d'énergie, bien naturellement, vous ferez intervenir h bar, la constante de Planck, K qui est ici, et puis la masse, donc h bar 2K2 sur 2m, et donc toutes les grandeurs énergétiques sont mesurées en unité de ER dans cette physique des réseaux optiques. Et donc là, vous avez, en fonction de Q, qui varie donc dans cette zone de Brillouin entre moins K et plus K, les énergies qu'on trouve quand on résout l'équation valeur propre à Q fixé. Donc pour un Q donné, prenons par exemple Q égale 0 ici, eh bien j'obtiens une première énergie qui est le point rouge là, une deuxième qui est le point vert, une troisième, quatrième, cinquième, etc. Et puis quand je varie Q dans cet intervalle entre moins K et plus K, eh bien j'obtiens une variation continue de 0 de Q, une variation continue de 1 de Q, etc. Et j'obtiens comme ça des bandes d'énergie. La valeur que j'obtiens en Q égale moins K est la même que celle qu'on obtient en Q égale K, c'est périodique ici. Donc j'obtiens une bande d'énergie rouge qui va être, pour l'énergie rouge qui va être très faible ici, pour le vert qui va être un petit peu plus grande, pour le bleu qui va être encore plus grande, etc. Voilà, donc ça c'était en une diapositive un résumé très, très bref de cette physique des réseaux optiques. Alors à quoi ils ressemblent ces spectres de bandes?
eh bien, ça dépend donc d'un seul paramètre qui est le paramètre V0 sur R. Et je vous ai tracé 3 exemples ici, 20, 4, et puis quand ça tend vers 0. Quand je suis à paramètres élevés, donc des réseaux très profonds, 20 ER, à ce moment-là, ce qu'on trouve, c'est que les bandes les plus basses sont quasiment plates. Des bandes plates, ça veut dire en gros que la physique ne dépend pas de l'indice de bloc Q. En d'autres termes, je retrouve ici une physique de puits bien isolé, c'est-à-dire en gros, il n'y a pas d'effet tunnel parce que le réseau est très profond. Donc, je peux considérer chaque puits comme un puits indépendant, et je m'attends à trouver à ce moment-là des niveaux d'énergie qui sont simplement le n plus 1,5 de h bar oméga que j'ai déjà mentionné jusqu'à maintenant. Donc, ce n plus 1,5 de h bar oméga, ben, je le trouve effectivement. Là, ça, c'est l'état fondamental qui a 1,5 de h bar oméga. Ça, c'est le premier texte qui a 3,5 de h bar oméga. Donc, la largeur de bande est négligeable. Je vous rappelle que ce qui donne la largeur de bande, c'est précisément l'effet tunnel. Donc, si je n'ai pas d'effet tunnel, la bande est plate et les niveaux rouge, vert sont ceux que je trouverai en oubliant complètement les puits adjacents et me concentrant sur un seul puits du réseau. Là, si je vais vers les niveaux plus excités, là, au contraire, je commence à avoir une certaine courbure de bande, donc l'effet tunnel redevient important. Si maintenant je prends un réseau plus faible, seulement 4 énergies de recul, ben là, à ce moment-là, toutes les bandes sont courbées, donc ça veut dire que l'effet tunnel est important, même quand je suis dans la bande fondamentale. Et puis, si je fais tendre la profondeur du réseau vers 0, ben, si je prends V0 égale 0 strictement, il n'y a plus de réseau physique, mais je peux toujours considérer que j'ai un problème qui est périodique de période pi sur k, c'est un peu formel, mais je peux toujours le faire. Donc je peux toujours dire que j'ai une structure en bande, mais par ailleurs, je connais évidemment bien mon spectre en énergie. Si je n'ai pas de réseau, le spectre en énergie, c'est que j'ai une particule libre, donc le spectre en énergie, c'est E égale P2 sur 2m. Donc comment est-ce que je connecte ce résultat qu'on connaît tous, P carré sur 2m, avec la structure en bande qui est prédite par le théorème de Bloch? Eh bien simplement, je prends cette parabole E égale P2 sur 2m, et puis je la replie en écrivant mon impulsion P sous la forme h bar fois le quasi-moment Q, plus un nombre entier de fois 2K, K, je vous rappelle, c'est le vecteur du laser. Donc en écrivant P sous cette forme-là, ce que je peux toujours faire, hein, je prends la division euclidienne de P par 2K et j'écris P sous cette forme-là, eh bien je replie ma parabole E égale P2 sur 2m sous cette forme-là, et je fais comme ça la connexion entre ce qui se passe en présence d'un réseau non nul et puis ce qui se passe pour une particule libre. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Eh bien précisément parce que c'est vers ça que je veux tendre. Je fais mon refroidissement par bande latérale dans cette situation-ci, et puis ensuite, quand je vais décroître la valeur de V0, eh bien, je veux aller vers cette situation-là. Qu'est-ce qui se passe donc quand je décroît la profondeur du réseau? Eh bien, il y a deux choses qu'il faut regarder. Je vous ai dit, je caractérise un niveau d'énergie par deux paramètres, le quasi-moment Q et puis l'indice de bande N. Alors, regardons d'abord le quasi-moment Q. Quand je décroît la profondeur de mon réseau, après mon refroidissement par bande latérale, quand je décroît la profondeur du réseau, eh bien, le problème reste périodique, de période pi sur k. Donc l'indice de Bloch va rester un bon nombre quantique. Ça, c'est ce que me dit le théorème de Bloch. Je garde un problème périodique d'espace toujours avec la même période, donc je peux toujours chercher mes états à chaque instant sous la forme de nom plane et puissance IQX fois une fonction périodique. Deuxième paramètre, c'est l'indice de bande, petit n. Alors là, il faut faire attention, si je décroît trop brutalement, je ne vais pas rester dans la bande initiale dans laquelle j'ai préparé mes atomes, je vais peupler toutes les bandes d'énergie et ça ne va pas être agréable. Mais si je fais ça assez lentement, eh bien, je vais avoir un suivi adiabatique de la bande dans laquelle j'ai préparé l'atome, et à ce moment-là, la physique va être simple. Alors c'est ce que je vais représenter sur ce diagramme-là. Je pars ici d'un refroidissement par bande latérale, fait dans un réseau profond, 20 énergies de recul, et je me mets dans la situation où il a marché merveilleusement bien, donc j'ai accumulé tous mes atomes dans l'état fondamental de chaque site. Donc ça correspond à mettre tous mes atomes dans la bande fondamentale ici en rouge. Je vous ai dit qu'en fait, en réalité, j'en ai 80% ici, donc j'aurai 20% d'atomes aussi qui seront là-haut, mais prenons la situation l'optimale, donc mettons tous les atomes là. Et si maintenant donc j'ai bien ce suivi adiabatique parce que je décomprime assez lentement mon réseau, eh bien, quand je vais passer de 20 à 4, et puis de 4 à 0, eh bien, mes atomes vont rester dans la bande fondamentale, dans la bande représentée en rouge, et les atomes vont donc se retrouver sur cette branche de parabole-là, mais donc avec une impulsion P qui est comprise entre moins k et k simplement.
Alors vous pouvez me demander quelle est l'échelle d'énergie quelle est l'échelle de temps qu'il faut prendre pour être sûr que j'ai bien ce suivi adiabatique de bande là. Alors la réponse est assez simple. L'échelle d'énergie, comme je l'ai dit plein de fois, c'est l'énergie de recul là, dans tout ça. Et pour que j'ai bien suivi adiabatique de la bande, c'est-à-dire que l'atome qui est ici ne saute pas vers cette bande-ci ou vers cette bande-là, je vous dis que Q est un bon nombre quantique, donc je sais que je vais rester, cet atome qui est dans ce quasi-moment Q là, il va rester à ce même moment quasi-moment Q, mais il pourrait sauter de là à là, ou ici ou là. Mais si je veux que ça ne se produise pas, eh bien, il faut que les constantes de temps soient grandes devant l'inverse des énergies qui sont ici, qui sont donc l'énergie de recul. Donc le temps caractéristique sur lequel je dois faire cette extinction du réseau, c'est un temps qui doit être plusieurs temps de recul, plusieurs h bar sur ER, et à ce moment-là, tout va bien se passer. Tout va bien se passer, je vais donc obtenir mes atomes qui vont être dans l'espace libre, V0 égale 0, et qui vont donc avoir un quasi-moment, donc une impulsion comprise entre moins k et k. Alors à quoi ça correspond ça? Donc, je vais redessiner ici. J'ai donc une impulsion qui est uniformément répartie entre moins k et k. Si vous préférez une vitesse uniformément répartie entre moins la vitesse de recul et plus la vitesse de recul, et donc si vous calculez la vitesse quadratique moyenne de ça, 1,5 de m, valeur moyenne de V2, ça fait 1/6 de m la vitesse de recul au carré, ou encore V0 de l'ordre de 0,6 VR. Donc ça nous donne, si vous voulez, encore un autre mécanisme qui travaille à la limite du recul, légèrement en dessous du recul dans ce cas-là, 0,6 VR. Donc encore une fois, via un moyen qui a été assez détourné, ce refroidissement par bande latérale, on arrive au recul, c'est vraiment la limite fondamentale de tout ce cours. Alors, ce qui nous avait motivé pour faire tout ça, c'était de passer dans des pièges raides, c'était pour éviter les effets collectifs et tout ça. Est-ce que ça marche? Et la réponse est oui. La réponse est oui. Il y a eu des mesures précises faites dans plusieurs groupes, en particulier à Stanford. Ils ont trouvé qu'il y avait toujours une augmentation de température liée à la densité, mais cette augmentation de température, elle est 100 fois plus faible que ce que je vous disais tout à l'heure sur le refroidissement excessif gris. Donc, le refroidissement par bande latérale est un moyen, au moins partiel, pour cacher les atomes de la lumière diffusée par leurs congénères, et donc ça permet de faire nettement plus froid et plus dense que ne pouvaient le faire les refroidissements scisifs typiques. Alors, je termine ce paragraphe-ci par une question qui est intéressante, qui est, dans cette décroissance adiabatique que j'ai faite pour mon réseau, quel est le rôle éventuel des interactions entre atomes? Je suis parti d'une situation où 100% des sites étaient occupés avec une population de 1. Je me suis mis dans cette situation idéale où je vous ai dit tous les atomes étaient, où tous les atomes étaient dans π0 égale 1. Mais supposons maintenant que je prenne en plus 100% des sites occupés, pour simplifier, enfin pas pour simplifier, mais pour fixer les idées. Donc je suppose que j'ai mon refroidissement par bande latérale qui a très bien marché. Tous mes atomes se sont mis dans l'état de vibration fondamentale, donc π0 égale 1. Et je suppose qu'en plus, et ça, ce n'est pas faisable expérimentalement simplement par le refroidissement lumineux, mais supposons qu'en plus, en théorie, on peut toujours se dire ça, que j'ai réussi à remplir tous mes sites. Donc je suis dans la situation qui est représentée là. J'ai un atome par site et j'ai su, par le refroidissement par bande latérale, mettre les atomes dans l'état de vibration le plus bas. Alors, si je n'ai pas d'interaction entre atomes, cet atome-ci est dans un état orthogonal à celui-ci, lui-même orthogonal à celui-là. Pour le dire en langage de physique des solides, cet atome-ci est préparé dans une certaine fonction de Wannier, associée à ce site-là, celui-là dans une autre fonction de Wannier, troisième fonction de Wannier, et les fonctions de Wannier sont orthogonales entre elles. Donc, si je n'ai pas d'interaction entre atomes, quand je fais décroître adiabatiquement mon puits, eh bien, deux états initialement orthogonaux vont rester orthogonaux, donc je ne vais pas avoir d'accumulation de particules dans un état quantique donné, je ne vais pas avoir de condensat de Bose-Einstein qui va apparaître. En revanche, si j'ai des interactions entre atomes, à ce moment-là, les gens qui connaissent bien le sujet dans la salle savent qu'on peut considérer cet état-ci comme un isolant de Mott à température nulle. Et donc, si j'ai, au moment où je fais ma décroissance adiabatique de la profondeur du réseau, si j'ai des interactions répulsives élastiques, des interactions élastiques entre atomes, eh bien, la décompression va pouvoir me conduire à un condensat de Bose-Einstein pur dans l'état P égale 0. Donc c'est une situation assez amusante où on a un même état initial qui, si je n'ai pas d'interaction entre atomes, me conduit à quelque chose où tous mes atomes sont dans des états orthogonaux les uns avec les autres, alors que si j'ai des interactions répulsives entre atomes, eh bien là, au contraire,
c'est un état d'entropie nulle, et les atomes vont se mettre dans l'état P égale 0, condensat pur. Et ça a effectivement été vu expérimentalement, non pas par une préparation refroidissement par bande latérale, mais via une évaporation, dans une expérience faite à Munich dans le groupe de Immanuel Bloch en 2002. Voilà, donc ça termine ce que je voulais vous dire sur le refroidissement par bande latérale. Et je voudrais maintenant, dans un dernier paragraphe qui sera court, aborder ce dernier point qui est: est-ce qu'on peut se passer ou non de l'émission spontanée? Alors, c'est une question qui peut sembler un petit peu étrange, mais qui est néanmoins pertinente compte tenu de tout ce qu'on a vu et aussi du contexte récent. Alors, pourquoi je pose cette question? Bien, on a vu que très souvent, c'est l'impulsion du dernier photon, émis spontanément, qui limite le refroidissement à la vitesse du recul. Si vous reprenez l'effet Sisyphe de la semaine dernière, par exemple, eh bien, ce qui finalement nous a conduit à, quand on regardait vraiment le plus froid qu'on pouvait faire avec l'effet Sisyphe, ce qui nous a conduit à des distributions en puissance de Lorentzienne, c'était quand on s'est souvenu qu'il y avait toujours le dernier photon qui était émis, qui donnait un choc h bar k aléatoire dans l'espace, donc un certain coefficient de diffusion d'impulsion associé à ça. Donc, première bonne raison. Même quand il n'y a qu'un atome, eh bien, c'est l'émission spontanée qui conduit à cette énergie de l'ordre du recul. Deuxième raison, c'est que tous ces problèmes de diffusion multiple avec lesquels on a commencé le cours d'aujourd'hui, eh bien, ils sont liés aux photons diffusés spontanément. Donc, s'il n'y en avait pas d'émission spontanée, ce serait bien, puisqu'il n'y aurait plus de diffusion multiple et la vie serait belle. Et puis enfin, je mets ça dans un contexte donc récent de publication. Il y a une expérience récente publiée par le groupe de Hal Metcalfe à Stony Brook. Ça a été publié il y a 2 mois. Qui est, le titre, c'est Cooling Without Spontaneous Emission, donc refroidissement sans émission spontanée. Et les auteurs soulignent bien que c'est un sujet hautement controversiel, mais ils pensent avoir observé un refroidissement sans émission spontanée. Alors, je ne vais pas commenter beaucoup leur expérience parce que je manque de détails pour vraiment évaluer ce qui se passe dans leur expérience, mais il s'agit d'un jet atomique qui est divergent. Ils envoient des faisceaux lumineux transversalement. Le temps d'interaction de l'atome avec les faisceaux lumineux transverses est normalement suffisamment court pour pas qu'il y ait d'émission spontanée, et ils semblent observer une certaine collimation du jet atomique, très faible, néanmoins semble au-dessus du signal, au-dessus du bruit, une certaine collimation du jet atomique sans émission spontanée. Donc, c'est assez intriguant comme expérience. Et donc, encore une fois, je ne veux pas discuter de cette expérience ici, mais je voudrais mettre sur la table un certain nombre de faits théoriques sur ce qu'on peut faire sans émission spontanée et ce qu'on ne peut pas faire sans émission spontanée. Alors, je vais commencer par rappeler quelque chose que j'avais dit dans la toute première leçon de cette série de cours, qui est ce qui se passe quand on prend un atome isolé, ou si vous voulez, n atomes mais indépendants, qui n'interagissent pas les uns avec les autres, et qui sont soumis donc à un hamiltonien, ces atomes, H, qui peut éventuellement dépendre du temps, H de t. Donc l'hamiltonien total, c'est simplement la somme des hamiltoniens individuels pour mes n atomes. À ce moment-là, ce que je vous avais dit dans le chapitre d'introduction et qui reste complètement d'actualité, c'est que l'opérateur d'évolution qui me donne l'évolution de l'opérateur densité à une particule, cet opérateur est unitaire, et donc les valeurs propres de l'opérateur densité à une particule sont constantes dans le temps. C'est-à-dire que je ne peux pas, via un hamiltonien h de t, augmenter ou diminuer une valeur propre au profit d'une autre. Un exemple que je vous avais donné et que je remets ici, mais qui est directement relié à ce que j'ai dit aussi pour l'ouverture du réseau tout à l'heure quand je discutais, il y a quelques minutes, quand je parlais de diminuer la profondeur du réseau en V0 de t, c'est que si je prends un puits harmonique comme ça, avec certaines populations π0 pour l'état fondamental, π1, π2 pour les états excités, eh bien, quand j'ouvre mon piège harmonique, donc je pars d'un piège raide où X est très bien défini, mais évidemment j'ai une grande dispersion en P parce que mes atomes sont très confinés, c'est quand j'ouvre adiabatiquement ce piège, donc c'est mon hamiltonien H de t où je fais varier la pulsation grand oméga, eh bien, les populations ici vont rester constantes, le produit delta X, delta P reste constant, c'est-à-dire que si je me concentre par exemple sur l'état fondamental, j'échange une bonne connaissance de la position, mais une mauvaise connaissance de l'impulsion, contre une bonne connaissance de l'impulsion, mais une mauvaise connaissance de la position. Voilà. Mais j'ai conservation du produit delta X, delta P. Et ça, ce sera toujours le cas si j'ai affaire à un hamiltonien H de t qui ne porte que sur un atome. Maintenant, quand on étudie le refroidissement d'atomes par laser, évidemment, on a plus que ça. On fait interagir les atomes avec un champ quantique,
Ce champ quantique, il a donc des modes, décrits par les opérateurs création, annihilation. Certains de ces modes sont remplis, parce que j'ai envoyé des faisceaux laser qui ont peuplé ces modes. D'autres modes sont vides. Et ce qu'on a vu ensemble de multiples fois, c'est donc que je peux refroidir mes atomes au sens transférer de l'entropie qui est dans le système des atomes vers le champ électromagnétique. Et la question que j'aimerais aborder là, c'est est-ce que l'émission de photons dans les modes du rayonnement qui sont initialement vides, est-ce que cette émission de photons est nécessaire pour obtenir un refroidissement? Alors vous noterez que je n'ai pas dit exactement est-ce que l'émission spontanée est nécessaire. J'ai dit est-ce que le transfert de photons, l'émission de photons dans les modes initialement vides du rayonnement, est-ce qu'elle est nécessaire pour obtenir un refroidissement? Refroidissement étant compris ici, non pas simplement au sens diminution de température, parce que la diminution de température, je l'avais là, hein, mais refroidissement étant compris ici comme accumulation d'atomes dans un même état quantique. Alors la réponse à cette question, c'est non. L'émission de photons n'est pas nécessaire. L'émission de photons dans les modes vides. Et je vous en donne un exemple très simple. Je ne l'ai pas trouvé discuté tel quel dans la littérature, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui l'ont eu en tête. C'est un exemple très simple où je me contente de prendre un atome libre, donc énergie E égale P carré sur 2m, un atome à deux niveaux, donc un état fondamental G, un état excité E pour ce qui est de sa dynamique interne, et j'éclaire cet atome avec deux faisceaux lumineux, un faisceau lumineux qui va de la gauche vers la droite à pulsation oméga, impulsion K, l'autre faisceau lumineux contre-propageant, pulsation oméga prime, et donc impulsion moins K prime, il va de la droite vers la gauche. Et je suppose que j'ai choisi mes pulsations oméga et oméga prime pour que le processus Raman qui me fait passer l'atome de l'état d'impulsion P égale 0 ici à l'état d'impulsion P égale K plus H bar K plus K prime, ce processus est résonant. Voilà, donc ça c'est simple. Hein. Pour un oméga donné, je peux toujours trouver oméga prime qui me garantit que j'ai résonance de 0 à G, comme ça. Je pars d'un mélange 50-50 d'atomes dans l'état P égale 0 et d'atomes dans l'impulsion P égale H bar fois grand K, H bar K plus petit K prime. Donc j'ai, si vous voulez, pour mon opérateur densité un atome, 1,5, la moitié des atomes sont ici, la moitié des atomes sont là. Question, est-ce que je peux accumuler tous les atomes dans l'état P égale 0? Sachant que je veux donc négliger l'émission de photons dans les modes vides du rayonnement. Je ne garde que ces modes-là. Et je néglige aussi tous les processus non résonants qui peupleraient d'autres classes d'impulsion, c'est-à-dire un processus Raman qui ferait passer de K à 2K, qui ferait un truc comme ça, ou qui ferait passer de 0 à moins K ici. Ceux-là, ils sont non résonants, donc je néglige dans ce qui suit pour simplifier la chose. On peut mettre des inégalités pour s'assurer que tout ça, c'est légitime. Alors, est-ce que ça peut marcher, ça? Eh bien, la réponse est oui. Je peux y arriver si je dis que je pars de l'état initial du champ où j'ai grand N photons dans le mode oméga, N' photons dans le mode oméga prime. Et là, le nombre de photons est important. Hein. Donc, je suppose que je parle de photons dans le mode d'une cavité. Donc, je prends par exemple une cavité en anneau. Les atomes sont au centre de la cavité en anneau. Et les photons de pulsation oméga tournent dans un sens de la cavité. Les photons oméga prime tournent dans l'autre sens. Et je prépare mon champ dans un état de Fock. C'est-à-dire que je connais exactement le nombre de photons grand N et le nombre de photons grand N'. Partant de l'atome dans l'état 0, eh bien, peux passer à l'atome dans l'état K, et donc j'ai une oscillation de Rabi qui va se faire entre l'état P égale 0 et P égale K, et la pulsation de Rabi, eh bien, elle est donnée par la formule suivante. J'absorbe un photon dans le mode oméga, donc j'ai un racine de N qui va apparaître. J'ai fait une émission stimulée dans le mode oméga prime, donc j'ai un N' plus 1 qui apparaît, fois donc un coefficient alpha 0 qui fait intervenir les fréquences de Rabi à un photon, le volume de la cavité, tout ce que vous voulez, je ne rentre pas dans les détails. Si je prends l'atome initial dans l'état P égale H bar K, avec le même état du champ, eh bien, l'oscillation de Rabi, cette fois-ci, elle fait intervenir une absorption d'un photon rouge, une émission stimulée d'un photon bleu, donc N plus 1 racine pour l'émission stimulée bleue, et puis N' racine pour l'absorption du photon rouge. Et ce que vous voyez, c'est que la pulsation de Rabi pour un atome partant dans l'état P égale 0 en présence de N' n'est pas la même que la pulsation de Rabi pour un atome partant de P égale H bar K en présence du champ N'. Donc je peux trouver des temps T, ça vous pouvez faire ce petit jeu, vous pouvez trouver des temps T tels que kappa1 fois T est très proche de 0 modulo 2pi, alors que kappa2 fois T est proche de pi modulo 2pi. C'est-à-dire que l'atome partant de P égale 0
sera revenu à p égale 0 avec une probabilité 1, c'est ce qu'on appelle une impulsion 2π en RMN, rien ne s'est passé en gros, alors que l'atome parti de p égale h bar k plus k', lui, il aura fait une impulsion π en RMN, donc il sera passé à p égale 0, il sera passé de là à là. Il existe des couples nn' qui satisfont ça, même une infinité. Donc à cet instant-là, si je me mets à cet instant t-là, qui vérifie ces deux choses-là, eh bien, alors que j'étais parti d'un mélange 50-50, tous mes atomes seront passés dans p égale 0. J'aurais simplement échangé une bonne connaissance de l'état du champ et une mauvaise connaissance de l'état atomique, je ne sais pas s'ils sont dans 0 ou dans K, contre une bonne connaissance de l'état de l'atome, ils sont tous dans p égale 0, mais une mauvaise connaissance de l'état du champ, c'est-à-dire que je ne sais pas si le champ sera dans nn', ou dans n plus 1, n'-1, ou dans n-1, n'+1. Donc il n'y a pas de... Je ne suis pas en train de violer le deuxième principe de la thermodynamique, là, hein, rassurez-vous. Tout va bien. Et donc là, j'ai effectivement réussi à augmenter une population sans avoir eu d'émission spontanée de photons dans un mode initialement vide. Je ne dis pas que je n'ai pas eu d'émission spontanée parce que quand on réfléchit bien, quand on regarde un élément de matrice comme ça, eh bien, quand on écrit un racine de n+1, racine de n'+1 ou racine de n+1, si on réfléchit bien à ce que ça signifie, quand on prend le module carré pour avoir la probabilité, le n, en fait, c'est l'émission induite, et le 1, c'est l'émission spontanée. Donc, comme tout le raisonnement ici repose sur le fait que n et n+1 ne sont pas égaux, et n' et n'1 ne sont pas égaux, c'est faux de dire que je n'ai pas d'émission spontanée. Si je disais que je n'ai pas d'émission spontanée, je prendrais racine de nn' ici, racine de nn' là, et puis à ce moment-là, ça ne marcherait pas. Je n'aurais pas de tenté qui vérifierait ça, puisque j'aurais k1 égale k2. Le fait que k1 n'est pas égal à k2, c'est à cause du plus 1 qui est ici et du plus 1 qui est là, et donc j'ai quand même de l'émission spontanée quelque part. Simplement, ce n'est pas des modes vides qui sont peuplés, c'est des modes déjà peuplés dont la population est augmentée. Mais il faut faire attention, je pense qu'il faut être précis sur les mots là. Je ne dirais pas que j'ai un processus sans émission spontanée. Je dis simplement que j'ai un processus où je n'ai pas eu de photons dans des modes initialement vides. Alors, si on veut aller un petit peu plus loin, là, tout ce que je viens de vous dire, ça repose sur un état du champ qui est très difficile à préparer. Un état de Fock nn', ce n'est pas du tout simple à faire, surtout avec les n et n' dont j'ai besoin là pour que ça marche, pour trouver impulsion 0 d'un côté et impulsion π de l'autre. C'est quelque chose qui n'est pas simple à faire. En pratique, quand on est dans un laboratoire où on fait du refroidissement d'atomes par laser, ce qu'on fait, c'est qu'on allume des lasers le matin et le champ rayonné par les lasers qu'on allume le matin, eh bien, ce sont très très bien décrits comme étant des états cohérents, des états quasi classiques au sens de Glauber, du champ électromagnétique. C'est-à-dire que c'est des états propres des opérateurs annihilation de photons. Et pour ces états cohérents, à ce moment-là, on a un théorème puissant, un théorème exact, qui a été prouvé pour la première fois par Molot en 1975, dans un contexte un petit peu différent, mais ça a été adapté en particulier dans le livre de Claude Coentanouji, Jacques Dupont et Gilbert Grimbert, au cas qui nous intéresse ici. Et ce théorème, c'est le suivant. On part donc de la situation que j'ai déjà écrite tout à l'heure, les atomes en interaction avec le champ quantique, certains modes remplis par les lasers que j'ai allumés le matin, et puis d'autres modes qui sont vides. Et la transformation unitaire donc, proposée par Molot, c'est une transformation donc, rigoureuse qui dit que le problème qui est ici est équivalent à un problème où le champ quantique ne contient que des modes qui sont vides et les états cohérents, qui sont donc ceux des photons qui sont dans mon laser, eux peuvent être décrits par un couplage classique à un champ classique E de R et de T. Donc ça, c'est vraiment un théorème qui fait passer de cette ligne-là à cette ligne-là. Et si maintenant je dis, je me mets dans une situation où je peux négliger l'émission spontanée, négliger l'émission spontanée, c'est donc négliger le couplage de l'atome au mode vide du champ, donc je néglige ça pour me concentrer uniquement sur la grande ellipse bleue, là. À ce moment-là, l'hamiltonien que je suis amené à prendre en compte, c'est l'hamiltonien de l'atome plus le couplage à un champ classique, c'est donc un couplage dipôle électrique pour simplifier, le dipôle atomique de l'atome fois le champ classique E pris au point opérateur position de l'atome R en fonction de T. Et là, je suis ramené au premier cas que j'ai considéré dans cette partie, à savoir l'évolution hamiltonienne d'un atome isolé. Donc là, je sais que je n'ai pas de refroidissement. Je sais que si je me limite à cette dynamique décrite par l'ellipse bleue, eh bien, je n'aurai pas d'accumulation de particules dans un état quantique donné. J'aurai mes valeurs propres de l'opérateur densité d'une particule qui seront conservées. Voilà. Donc,
Ça, je dirais, c'est la réponse que je voulais apporter à cette question, est-ce que je peux refroidir sans émission spontanée? Il faut déjà bien définir ce qu'on appelle émission spontanée. Est-ce que ça veut dire seulement ne pas émettre de photons dans les modes vides, ou alors est-ce que ça veut dire remplacer les racines de n plus 1 par des racines de n? Là, c'est un petit peu différent. Hein. Et puis, par ailleurs, dans quel état est-ce que je prépare le champ? Est-ce que je m'autorise n'importe quel état du champ, y compris des états de Fock, ou est-ce que je me limite à des états quasi classiques, des états cohérents? Et les deux réponses ne sont pas les mêmes. Alors, j'en arrive donc à la conclusion générale de ce cours. Donc, je dirais, ce qui frappe quand on regarde ce sujet du refroidissement radiatif, c'est, je dirais, la richesse des mécanismes qui ont été proposés. C'est l'inventivité des gens qui ont travaillé là-dessus depuis 40 ans. Il y a vraiment eu plein de mécanismes proposés, pas tous démontrés expérimentalement. Et un des critères que je me suis fixé dans ce cours, c'était de me limiter à ceux qui avaient été vraiment étudiés en détail expérimentalement. Je n'ai pas listé toutes les propositions qui avaient été faites. Mais même malgré cette restriction, je n'ai pas étudié tous les mécanismes possibles. Et en particulier, il y en a certains que j'aurais aimé traiter, mais je manquais de temps, donc je les signale et puis ils feront sûrement un jour l'objet d'un autre cours. Le premier, c'est le couplage à des cavités optiques. C'est ce qu'on appelle le cavity cooling en anglais. C'est donc l'idée de tirer parti du fait qu'on peut mettre les atomes maintenant dans des cavités optiques de très grands facteurs de surtension. Et à ce moment-là, eh bien, les photons émis par l'atome, la dissipation ne se fait pas par émission spontanée dans tout l'espace, ça se fait plutôt en émettant des photons dans le mode de la cavité qui ensuite fuient en dehors de la cavité. Donc c'est une autre source de dissipation différente de celle qu'on a étudiée dans ce cours. Ça donne d'autres limites, ça donne d'autres mécanismes. Il y a en particulier des choses qui sont en train d'émerger, qui sont des processus collectifs dans ces cavités, qui sont très intéressantes. Donc c'est quelque chose sur lequel il faudra sûrement qu'on revienne un jour. Autre mécanisme, c'est utiliser des boucles de rétroaction. C'est-à-dire de ne pas travailler en aveugle comme on l'a fait là. Là, j'ai dit j'ai un nuage à température T et je cherche à baisser sa température. Je ne me suis pas préoccupé d'acquérir de l'information sur ce nuage. On peut essayer d'être plus rusé, on peut essayer de faire des mesures sur ce nuage et d'agir en conséquence en fonction du résultat de mesure, de dire « Ah bah tiens, j'ai regardé mon nuage, sa vitesse moyenne devrait être nulle, mais en fait il va plutôt légèrement vers la gauche ou plutôt légèrement vers la droite, ou vers le haut ou vers le bas. » Et selon qu'on trouve que le nuage va vers le haut ou vers le bas, eh bien, envoyer une force qui est un petit peu plus grande vers le bas ou vers le haut. Ça, c'est en fait en lien avec quelque chose qui marche très bien en physique des particules, qui est le refroidissement stochastique. Le refroidissement stochastique, eh bien, il agit comme ça. On fait une mesure sur le faisceau d'électrons ou de protons qui est piégé dans l'anneau, et puis, en fonction du résultat de mesure, du courant qu'on mesure, on réagit pour refroidir les particules. Et ça a joué un rôle considérable dans les progrès de la physique des particules au cours des 20 ou 30 dernières années. Ça n'a pas vraiment été très étudié pour des atomes, mais je suis sûr qu'il y a une grande marge de progression là-dessus. Et puis, bien sûr, il y a un mécanisme que je n'ai pas étudié, mais qui est omniprésent dans les laboratoires, qui est l'évaporation de particules. Ça consiste à se débarrasser de 99 particules sur 100, mais que le 1% qui reste, eh bien, il est à la bonne température, il est suffisamment froid pour qu'on puisse faire de la physique, en particulier des gaz quantiques dégénérés avec. Alors ça, je ne l'ai pas étudié parce que, je dirais, c'est vraiment dans une autre classe de phénomènes. Ce n'est pas l'interaction lumière-matière là, qui intéresse, c'est plus de la dynamique de l'équation de Boltzmann. Claude Cohen avait fait un grand cours là-dessus aussi au Collège de France, donc je n'ai pas voulu revenir là-dessus dans ce cours, mais c'est évidemment quelque chose qui marche très bien dans les laboratoires, et à la limite, il a un petit peu fait de l'obscurité à tous ces mécanismes qui avaient été proposés avant, parce qu'il est très efficace. Si on accepte de perdre beaucoup de particules, eh bien, ça produit, pour les particules restantes, le résultat qu'on veut. Ça marche même tellement bien que du coup, on peut se demander, à partir du moment où on a de l'évaporation qui marche, pour prendre le relais d'un refroidissement scisif traditionnel, par exemple, est-ce que c'est vraiment utile d'explorer d'autres mécanismes compte tenu de ce succès de l'évaporation? Et je voudrais répondre à cette question, est-ce que ça vaut le coup de continuer à étudier d'autres mécanismes de refroidissement radiatif? Je voudrais répondre de manière doublement positive. Alors la première, c'est oui, c'est nécessaire parce que l'évaporation, comme je viens de le dire, qui a un succès colossal, hein, l'évaporation, malgré tout, ce n'est pas une panacée. Ce n'est pas une panacée, ce n'est pas la solution universelle à tous les problèmes. Et en particulier, parmi les problèmes qu'elle pose, il y a le fait que le refroidissement par évaporation n'est pas un refroidissement homogène sur tout l'échantillon. Si vous prenez
un gaz contenu dans un cube comme ça, un gaz homogène, et ça c'est exactement ce que Zoran Hadzibabic vous montrera dans son séminaire d'ici un quart d'heure. Si vous prenez un gaz homogène comme ça et que vous le refroidissez par évaporation, eh bien, ce refroidissement-là, il se fait en enlevant les particules les plus énergétiques sur les bords du gaz. C'est-à-dire que quand une particule énergétique est produite par une collision à l'intérieur du gaz, elle se propage là-dedans, elle subit des collisions éventuelles, et puis elle arrive au bord, et hop, elle s'éjecte. Du coup, on voit bien que le refroidissement il va être plus efficace sur les parois, au voisinage des parois de ce cube, là où c'est facile d'éjecter les particules très énergétiques, plutôt qu'au centre, où le milieu peut être collisionnellement opaque, et où donc ça peut être difficile d'évacuer les particules de grande énergie. Et ça c'est vraiment une limitation dans les expériences. Donc, au contraire du refroidissement par évaporation qui ne marche que sur les bords, au moins pour les systèmes à 3 dimensions, eh bien, un refroidissement radiatif bien pensé, lui, permettrait de refroidir évidemment l'ensemble du moment que les faisceaux lumineux arrivent à pénétrer jusqu'au centre. L'autre problème de refroidissement par évaporation, c'est que les constantes de temps sont incomparablement plus longues que le refroidissement par laser. Le refroidissement radiatif, les constantes de temps sont données par l'inverse de l'énergie de recul. Donc les fréquences de recul sont dans le domaine de quelques kilohertz. Donc les temps typiques de refroidissement, c'est la milliseconde. Le refroidissement par évaporation, le temps qu'il faut pour bien évacuer l'énergie par collision, c'est plusieurs secondes, voire parfois la minute. Ce n'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Donc un refroidissement qui marcherait bien de manière radiative permettrait de tout faire en 1 milliseconde, ce qui pourrait être très appréciable. La deuxième raison pour laquelle je pense que ça vaut le coup de continuer à réfléchir à de nouveaux mécanismes pour le refroidissement radiatif, et je dirais les plus fondamentales que la première et probablement plus importante, c'est qu'il y a des généralisations du refroidissement radiatif à des assemblées d'atomes d'interaction qui peuvent être faites, et je pense en particulier au concept d'état noir. Il y a eu quelques publications faites, j'en cite au moins une dans les notes, d'idées pour généraliser le concept d'état noir, c'est-à-dire d'état protégé de la dissipation, un état habillé par la lumière et protégé de la dissipation, à des assemblées de particules. Ce n'est pas simplement un atome qui est dans une superposition cohérente de G1 et de G2, c'est une assemblée d'atomes, qui peut être aussi grande qu'on veut, qui est dans un état fortement intriqué, un état fortement corrélé à n particules, et c'est uniquement quand il y a les bonnes corrélations entre particules que l'état devient noir, l'état collectif devient noir, et que cet état est protégé de la dissipation. Ça, c'est une voie vraiment intéressante parce que c'est une voie pour générer des états à n corps, des états fortement corrélés, des états qui peuvent ne pas pouvoir être produits par d'autres techniques. C'est-à-dire que ça peut être un moyen de produire des nouvelles phases de la matière qu'on ne pourrait pas obtenir via une atteinte de l'équilibre thermodynamique standard. Mais grâce à ces faisceaux lumineux bien pensés, qui créent donc ces corrélations fortes entre particules et qui protègent ensuite les atomes d'autres phénomènes de dissipation, eh bien, on peut espérer comme ça produire ces phases de la matière. Donc ça, c'est une nouvelle voie qui est en train de s'ouvrir, au moins au niveau de la physique atomique. C'est ce qu'on appelle le problème à n-corps dissipatif, avec cette possibilité de générer, comme je disais, ces états qui sont fortement corrélés, protégés de la dissipation, que cause la lumière, l'émission spontanée. Voilà. Donc ça termine ce que je voulais vous dire dans le cours de cette année. Je vous remercie à tous pour votre fidélité, pour votre attention, mais je vous rappelle qu'on a encore un séminaire tout à l'heure et un mini-workshop pour ceux qui sont intéressés demain. Merci beaucoup. Merci.